Emmanuel Macron nourrit une véritable hostilité vis-à-vis de RT. Il faut se souvenir quand même qu'à Versailles, alors qu'il avait Vladimir Poutine debout à côté de lui, il s'était exprimé assez vivement contre ces organes de propagande qui étaient RT et Sputnik. Et donc, il y a toujours eu une vigilance très particulière de l'exécutif vis-à-vis de RT, où il guettait la moindre sortie de route pour pouvoir leur tomber dessus. Il y avait quand même du cynisme de la part de la direction, j'imagine, de RT. On va faire chier Macron, vulgairement dit, mais pas forcément chez les gens qui travaillaient sur place, qui étaient des journalistes français, qui voulaient un travail aussi. Et qui, là, se retrouvent bien embêtés. Quand on rentre dans un média, on sait quelle est la ligne éditoriale de ce média, et quand les journalistes ont été embauchés à RT ou à Sputnik, ils savaient très bien que c'était des médias de propagande de l'État russe qui visaient essentiellement à déstabiliser les démocraties européennes, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre. Mais dans ces cas-là, le diable, c'est quoi ? Est-ce que le diable, c'est être pro-Macron, qui a éborgné des gilets jaunes, et du coup, dans un média comme BFM, qui a pas parlé de ces violences policières pendant beaucoup de temps ? C'est quoi le diable ? Enfin, du coup, il faut être cohérent. Si il veut rentrer dans ce jeu-là, effectivement, il faut déjà se remettre en question. Voilà, je parlais de la chaîne I24 qui est ouvertement pro-colonisation. Le Qatar avec Al Jazeera. On a parlé des milliers de morts sur les chantiers. Voilà, où placer le curseur de la morale, hein. Du coup, c'est vraiment la morale quand ça nous arrange. C'est fini et bien fini après avoir vu sa diffusion interdite au sein de l'Union européenne, donc en France, la chaîne Russia Today en français, qui continuait de diffuser ailleurs dans le monde à partir de ses studios de Boulogne-Billancourt, a fermé boutique. Tous ses comptes ayant été fermés suite à un nouveau round des sanctions contre l'État russe, elle n'avait guère le choix. En réalité, à Moscou, on s'énerve et on accuse la France de terroriser les journalistes russes. Et à Paris, les divisions règnent dans les sphères journalistiques, universitaires et politiques. Fallait-il vraiment interdire RT en considérant que ce n'est rien d'autre qu'une arme de guerre au service de Vladimir Poutine ? Pour en parler, nous avons contacté plusieurs personnes. Nombre de celles et ceux qui se posent en soutien de l'interdiction de RT n'ont pas voulu ou pu participer au débat que nous avons souhaité organiser pour des raisons de calendrier ou par refus de s'exprimer sur le média. Nous avons tout de même réussi à avoir, un peu avant ce direct, le journaliste Olivier Tesquet de Télérama, qui est sur une ligne médiane à ce sujet, et le journaliste indépendant Selim Derkaoui, qui a été une des chevilles ouvrières de l'émission Interdit d'interdire de Frédéric Tadei sur RT. Selim Derkaoui déplore cette interdiction de RT, même si, avec Frédéric Tadei, il avait cessé de travailler pour cette chaîne dès le début de l'agression russe de l'Ukraine. Cette émission sera donc une sorte de conversation non linéaire entre les arguments d'Olivier Tesquet, dont nous avons découpé l'intervention en plusieurs petits bouts, et ceux de Selim Derkaoui. Nous donnerons également la place, via des magnétos, aux arguments des adversaires les plus farouches de Russia Today. C'est parti. Bonsoir Selim. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Super, merci d'avoir accepté notre invitation. De rien. C'était la croix et la bannière pour recevoir J'imagine. des journalistes, pour discuter de ce sujet. Alors, tout le monde s'en empare sur les réseaux sociaux, tout le monde va de son petit commentaire, mais personne pour en discuter ici. Bon. Alors, on a appris la fermeture de Russia Today France via un tweet de Ksenia Fedorova, présidente et directrice d'info de la chaîne. Ça fait 1 an que l'Union européenne sanctionne les médias russes. Ils étaient déjà interdits de diffusion depuis le 2 mars 2022, avec le gel des comptes de la filiale française. Est-ce que les autorités ont finalement obtenu ce qu'elles voulaient ? Oui, d'une certaine manière, oui. C'était vraiment la censure pure et simple d'un média. Et surtout aussi le signal envoyé qu'on est en guerre et qu'on prend position dans une guerre. C'est ça aussi qui est... C'est d'ailleurs pour ça que tu as quitté avec Frédéric Tadei, par, on va dire, souci de loyauté vis-à-vis de la France. Moi, en tout cas, j'avais rejoint RT, c'était pour travailler avec Frédéric Tadei. Ouais. J'ai pas de loyauté envers une chaîne en particulier, mais envers lui. Et surtout, nous, c'était le gage de liberté d'expression totale, c'est-à-dire que je choisissais les thématiques des débats, les invités aussi autour de la table, sans retour de RT. Ce que je pouvais plus savoir sur Europe 1 avant, où la radio m'indiquait plutôt des considérations restées dans l'actu chaude, des choses comme ça qui faisaient que je pouvais plus m'autocensurer avant. Et là, finalement, c'était vraiment carte blanche. Alors, le ministre français de l'économie avait quant à lui expliqué à l'AFP vendredi que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'État français. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça, c'est vraiment la porte ouverte à l'arbitraire et ça devrait vraiment inquiéter beaucoup de juristes et beaucoup de nos confrères et consoeurs journalistes parce que ça pourrait leur arriver aussi de cette manière-là.
c'est très brusque. Sur YouTube, par exemple, toutes mes émissions avec Frédéric ont été supprimées du jour au lendemain. Je les ai enregistrées quelques jours avant. Et ça devrait inquiéter beaucoup de médias. Se dire que aussi facilement, on peut interdire un média sur des problématiques politiques. Et voilà. Alors, plusieurs personnalités politiques comme médiatiques se sont réjouies de cette annonce. Dans une tribune publiée dans Libération, l'éditorialiste de France Inter, Thomas Legrand, insiste sur le fait que bannir Russia Today, c'est interdire une arme de guerre. On voit l'insert. On a interviewé cet après-midi Olivier Tesquet, un journaliste chez Télérama. Pour lui, de l'ouverture à la fermeture de RT France, le problème est moins éditorial que politique. Je vous propose de l'écouter. La question de savoir s'il faut se réjouir de la fermeture de RT, à mon sens, c'est une pente assez glissante parce que depuis quelques mois, et ça a daté même d'avant la guerre en Ukraine, il y a de la tension autour de cette chaîne, il y a de la tension depuis qu'elle s'est installée en France en vérité, et on a des positions qui sont assez dogmatiques d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que côté RT, on nous explique qu'on est là pour porter un journalisme différent, loin des médias mainstream, de la caste médiatique, etc. Et du côté d'un certain nombre de commentateurs médiatiques et politiques, on estime qu'une chaîne comme celle-là, a fortiori depuis le début de la guerre en Ukraine, est un organe de propagande qu'il faut absolument interdire, ce qui du coup antagonise énormément les positions. On voit que c'est un sujet sur lequel c'est difficile de discuter un peu à tête reposée. Du coup, plutôt que d'avoir une position morale sur la fermeture ou pas de RT, je pense que c'est plus intéressant de regarder les conditions dans lesquelles cette chaîne est arrivée en France et maintenant, ces derniers mois, a été fermée. Et c'est là où c'est intéressant, parce que quand on regarde, et ça pour le coup c'est factuel, c'est que la fermeture de RT est une décision politique. Cette fermeture, l'interdiction d'abord de diffuser dans l'Union européenne, a été prise sous le régime des sanctions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision de l'ARCOM, qui est le nouveau nom du CSA, donc le gendarme de l'audiovisuel, qui n'a pas sévi, qui n'a pas retiré sa licence à RT. Il n'y a pas eu de décision de justice. Il y a eu d'ailleurs la fermeture de RT et contestée par RT devant la justice européenne. Mais on est sur des décisions qui sont prises sous le régime des sanctions. Donc ce sont des décisions politiques, et comme toutes les décisions politiques, elles doivent évidemment être débattues. Célim, peut-être une réaction au propos d'Olivier Tesquet? Je suis assez d'accord sur le fait que c'est une question qui est purement politique. Il a bien rappelé dans quelles conditions il y a eu cette censure. Et c'est là tout le problème, et il a raison aussi de dire qu'effectivement il faudrait en débattre, parce que ça nous concerne tous, notamment en tant que journalistes. Et ça peut arriver à n'importe quel autre média sous décision politique et pas sur des aspects juridiques d'être comme ça interdit. Alors Olivier Tesquet se fait plus mesurer que ses confrères. Pour lui, RT France est davantage dans l'exagération que dans la fake news. Un autre magnéto peut-être? La question de savoir ce qu'il y a sur RT, parfois elle est passée un peu à l'as dans les débats, parce que comme les positions étaient des positions souvent de principe, c'est pas toujours intéressé à ce qu'il y avait vraiment sur RT. D'ailleurs, la direction de RT, les journalistes de RT rappellent à longueur de temps que la chaîne n'a jamais été sanctionnée par l'ARCOM, n'a jamais relayé de fausses informations. Alors il y a eu une mise en demeure, effectivement, en 5 ans d'existence, qui n'est pas énorme par rapport à des CNews ou des chaînes comme celle-là. On voit que finalement RT est, de ce point de vue, pas nécessairement la plus problématique. On a aussi beaucoup entendu l'élément de langage. On l'a entendu, par exemple, dans la bouche de membres du comité d'éthique de RT. Je pense par exemple à quelqu'un comme Thierry Mariani, le député Rassemblement National, qui nous expliquait que finalement RT c'était comme la BBC au Royaume-Uni, ou c'était comme France 24 chez nous, à cette différence près que le soft power russe est peut-être un peu plus agressif. Certains parlent d'ailleurs de sharp power, comme le sharp, l'adjectif aiguisé en anglais, et peut-être plus agressif. En tout cas, il y a une vision d'un espace informationnel qui est un peu différente de l'espace médiatique tel qu'on le connaît dans les démocraties occidentales. Et donc moi, pour avoir beaucoup regardé RT dans le cadre de mon travail, et notamment parce que j'ai pas mal écrit sur RT, j'ai toujours été assez frappé de voir, y compris au début de la guerre en Ukraine, qu'on n'était pas c'était pas la télé nord-coréenne, par exemple, mais
on était dans le règne du relativisme un peu permanent, et surtout, ça c'est une constante quand même sur RT, particulièrement ces derniers mois, on avait des gens qui s'exprimaient sans qu'il soit forcément précisé d'où ils s'exprimaient. Notamment, on avait beaucoup de gens issus de l'extrême droite ou de milieux souverainistes proches de l'extrême droite, qui intervenaient sans que soit précisé exactement leur appartenance politique, le fait qu'ils avaient pu être candidats pour tel ou tel parti à telle ou telle élection. Et donc, on avait comme ça une sorte de brouillard de guerre, on va dire, autour de la nature des intervenants. RT a beaucoup suivi, et s'est beaucoup gargarisé d'ailleurs, de son traitement de la crise des Gilets jaunes, en expliquant que c'était quasiment la seule chaîne qui avait vraiment suivi le mouvement du début à la fin. Et ça rejoint la stratégie d'influence de la Russie, qui ne consiste pas toujours à inventer de toutes pièces des fausses informations ou à mettre en scène des éléments de propagande pure, mais plus à se nicher dans les plis de tout ce qui est dysfonctionnel à l'intérieur de nos démocraties libérales. Donc hier, c'était les Gilets jaunes. Demain, ça pourrait être en Afrique les conséquences du colonialisme. Célim, est-ce que tu partages son sentiment, toi qui travaillais dans cette chaîne, comment ça se passait concrètement? Et on pense notamment effectivement à la crise des Gilets jaunes qui a quand même joui d'une plus grande couverture que dans d'autres médias. Oui, alors je voudrais dire, oui, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Rappelez aussi qu'Olivier Tesquet avait écrit un article sur Interdit-Interdire, c'était lors des 4 premières émissions, très critique et avec des erreurs factuelles aussi. Donc je voulais quand même le rappeler. Même si là je suis assez d'accord, il a nuancé son propos aussi au fur et à mesure. Politiquement, effectivement, c'est comment dire, une chaîne de soft power. Donc il y a une vision du monde qui est peut-être pas la nôtre, qui est une vision effectivement assez pro-russe, qui peut être aussi une vision assez anti-américaine, donc des personnalités ou des personnes qui se rapprochent de penseurs comme Noam Chomsky, assez critiques de l'interventionnisme américain, pouvaient se retrouver sur RT France justement, assez favorable aussi à l'Amérique latine, à Rafael Correa par exemple en Équateur, etc. Donc il y avait quand même une vision du monde qui était un peu différente et pas alignée sur les positions du Quai d'Orsay française. Par rapport au mouvement des Gilets jaunes, effectivement, ce qu'il faudrait interroger, c'est pourquoi il y a eu un traitement médiatique très défavorable aux Gilets jaunes et pourquoi c'est finalement une chaîne russe qui a eu un traitement favorable, oui, peut-être politiquement, mais aussi sans mépris de classe et sans condescendance. C'est que les Gilets jaunes étaient invités comme on pouvait inviter des chercheurs ou des CSP+, pour avoir la parole. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment la légitimité de la parole. Qui peut parler? Et RT, effectivement, il y avait quand même cette dimension-là où des gens des milieux populaires pouvaient s'exprimer. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des émissions comme C'est ce soir sur France 5. Il y avait une émission sur les retraites hier. Il y avait autour de la table que des CSP+, même pas concernés par l'âge légal, 64 ans, qui parlaient et qui avaient une espèce de légitimité, comme si c'était un peu une émission de filet d'eau tiède avec un présentateur en Stan Smith. Enfin, là, je caricature, mais c'est rigolo. Et sur les Gilets jaunes, ce qui est intéressant, et je pense que tu voudras peut-être en parler aussi, c'est le profil sociologique des personnes à RT. Moi, j'avais un peu un poste à part avec l'émission Interdit-Interdire avec Frédéric. On était vraiment dans une bulle. On avait notre émission, on faisait un peu ce qu'on voulait. On nous laissait tranquilles. Moi, les journalistes, je ne les connaissais pas forcément personnellement. Donc moi, j'ai aussi un avis comme Olivier Tesquet, qui est plus un peu comme spectateur aussi, finalement. J'ai pu en croiser. Et effectivement, il y a quand même des jeunes gens à RT. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là-bas. Pas mal de gens des milieux populaires qui essaient de s'inscrire dans des réseaux médiatiques qui sont souvent réservés aux enfants de la bourgeoisie. Il y a pas mal de chiffres. J'ai fait une grande école de journalisme. Les 7/8e, c'est des enfants de la bourgeoisie. Et du coup, forcément, ça véhicule une vision du monde qui n'est pas portée sur les 80% de la population française qui sont les classes laborieuses, du coup. Et effectivement, RT, je pense que les programmateurs et programmatrices avaient cette vision-là. En fait, les Gilets jaunes, c'était des gens qui leur ressemblaient, finalement. Donc pour eux, ils avaient très bien la parole, au-delà du fait que je pense que ça intéressait RT aussi de déranger le pouvoir macronien. Je pense qu'il y avait quand même, cyniquement chez eux, une démarche qui n'était pas comme la vôtre, qui est politique, engagée, etc. Il y avait quand même du cynisme de la part de la direction, j'imagine, de RT. On va faire chier Macron, vulgairement dit. Mais pas forcément chez les gens qui travaillaient sur place, qui étaient des journalistes français, qui voulaient un travail aussi, et qui, là, se retrouvent bien embêtés, mais on va en reparler après. Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qui explique cette aversion
pour RT, on a vraiment l'impression que c'était, même bien avant l'invasion russe en Ukraine, la chaîne à abattre pour le pouvoir et la diplomatie française. Moi, je pense que si on est cohérent, du point de vue du pouvoir, je dirais, après la Coupe du Monde au Qatar, on interdirait aussi Al Jazeera. On peut aussi émettre des critiques très vives à l'encontre de I24, qui est une chaîne ouvertement pro-colonisation en Israël. Mais moi, je suis d'accord que cette chaîne existe. Enfin, liberté d'expression, voilà, aussi. Mais dans ces cas-là, soit on est cohérent, soit on ne l'est pas. Et cette interdiction-là, effectivement, elle s'inscrit dans une démarche et dans un alignement du Quai d'Orsay politique. Au départ, Macron, 2017-2018, il était pour un rapprochement avec Poutine. Il avait une espèce je crois que c'était par rapport au Quai d'Orsay aussi, mais une ligne réelle politique à ce moment-là. Je pense que ce qui perturbait le pouvoir par rapport à RT, c'est moins les considérations sur la Russie que la liberté de la chaîne de pouvoir être très contre-pouvoir, en fait. Finalement, c'est vrai que je me souviens que Frédéric Lordon, que justement j'avais invité sur RT, j'ai invité pas mal de philosophes, Jacques Rancière, etc., qui pouvaient parler pendant 1 heure en direct, ce qu'on ne pouvait pas faire ailleurs, par exemple. Ça, c'était intéressant. Lordon, qui s'était aussi étonné du fait que finalement, c'est une chaîne russe où il y aura le plus de paroles très critiques à l'encontre du gouvernement. Enfin, c'était pas de la housse ou Léa Salamé, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Du vrai journalisme. Oui, c'est ça, exactement. Et finalement, c'était assez étonnant que ça venait... Et je pense que c'est ça qui dérangeait le plus Macron au moment, en plus, du mouvement des Gilets jaunes, où il y avait... je crois qu'il y avait le truc de l'hélicoptère à l'Élysée, enfin, il y avait vraiment une peur du pouvoir, et de savoir que le seul média télé en France qui était vraiment le plus favorable à un mouvement social politique, en s'assumant en plus politiquement, des chaînes comme France Info vont faire semblant un peu d'être neutres, mais on va avoir un discours très libéral finalement, au moins c'est des chaînes qui s'assument, et je pense que c'est ça qui faisait plus peur le pouvoir. Ouais, en tout cas, Olivier Tesquet également pense que RT France était déjà bien dans le viseur, en fait, finalement, du pouvoir et la diplomatie française, on l'écoute. Au plus haut sommet de l'État, la crainte envers RT, l'aversion envers RT, tient plus à des considérations presque intimes et personnelles qu'à des considérations géopolitiques et des questions de concurrence avec l'audiovisuel extérieur de la France. Je pense notamment à un événement assez traumatique pour la Macronie qu'ont été les Macron Leaks avant l'élection de 2017. Macron Leaks qui ont été attribués a posteriori, alors pas sûr à 100%, mais avec un faisceau d'indices assez concordant, Macron Leaks attribué à la Russie, donc la publication de tous ces mails de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Et depuis cette date, Emmanuel Macron nourrit une véritable hostilité vis-à-vis de RT. Il faut se souvenir quand même qu'à Versailles, alors qu'il avait Vladimir Poutine debout à côté de lui, il s'était exprimé assez vivement contre ces organes de propagande qui étaient RT et Sputnik. Et donc, il y a toujours eu une vigilance très particulière de l'exécutif vis-à-vis de RT, où il guettait la moindre sortie de route pour pouvoir leur tomber dessus. Alors évidemment, le début de la guerre en Ukraine a accéléré les choses, fait que l'Arcom n'a même pas eu à intervenir, puisque finalement, c'est pas l'Arcom qui a eu son mot à dire dans l'interdiction de diffusion. Mais je pense que la position de l'État français sur la question et du gouvernement tient plus dans ce traumatisme originel, on va dire, que dans des considérations géopolitiques. Donc ça serait finalement la résultante d'une décision, d'une affaire personnelle, la fermeture de cette chaîne. Oui, peut-être aussi. Oui, je pense qu'il a raison, c'est assez intéressant aussi comme analyse. Après, m'intéresse moins le truc personnel, il y a quand même un truc assez politique. Et aussi de classe sociale aussi. Enfin, il y a quand même ce mépris-là de voir des gens s'exprimer qui n'ont pas le droit à la parole habituellement. Et quand ils s'expriment, ils sont forcément anti-pouvoir, parce que finalement, les décisions politiques, elles les touchent au plus profond d'eux-mêmes, par rapport à la retraite, etc. Donc forcément, quand on les invite sur un plateau, c'est pas pour être sympa avec le pouvoir. Comme hier d'ailleurs sur C'est ce soir, ça m'avait assez marqué, où Guérini était vraiment très à l'aise autour de gens finalement qui ne le dérangeaient pas plus que ça, quoi. Alors vas-y, oui, justement, tu parlais effectivement de ce mépris en fait vis-à-vis des classes sociales, mais du coup également un mépris vis-à-vis de la liberté de la presse. C'est ça en fait surtout. J'ai l'impression que ça raconte une liberté de la presse qui est en danger
en France. Là, elle est vraiment factuellement en danger, pour le coup. Et je pense que plutôt que parler de liberté d'expression, on peut parler d'inégalité d'expression. Enfin, je préfère parler de ça parce que finalement, ça va vraiment jouer là-dessus, sur l'équilibre des plateaux, qui on va inviter, quels moyens on va mettre dans certains médias. Je pense par exemple à l'État qui finance qui aide un peu à la presse certains médias. Qui peuvent aider plus le journal Le Mickey que le Monde Diplo. À une époque, c'était le cas, pas maintenant, mais c'était quand même assez ahurissant. Voilà, il y a plein de contradictions comme ça. Mais aussi, pour revenir vraiment sur l'interdiction, c'est qu'il y a un phénomène qui est important, c'est que finalement, on donne des leçons de morale à Poutine sur l'interdiction des médias, sur son traitement des journalistes. Finalement, nous, le message qu'on envoie, c'est qu'on interdit aussi. Donc déjà, c'est très problématique comme message à en renvoyer. Et l'autre problématique, c'est que finalement, vu que c'est un élément de soft power, de comprendre un petit peu comment la Russie pense et voit le monde, pour mieux la combattre peut-être, mais c'est intéressant justement qu'il y ait un média, du coup qu'on puisse avoir de la matière pour pouvoir justement comprendre en fait tout simplement quels sont les intérêts d'une nation, parce que ces chaînes-là, comme il a rappelé aussi par rapport à France 24, nous aussi c'est la voix de la France à l'étranger, quelque part, RFI, etc. Donc même inconsciemment, les journalistes, même s'ils se disent évidemment libres, il n'y a pas Macron qui leur téléphone pour dire « dites ça », voilà. On n'est pas loin de ça, là on a vu qu'Emmanuel Macron avait convoqué 10 éditorialistes pour les influences l'opinion publique sur la question de la réforme. Donc ça peut en plus arriver, ou alors il y a de l'autocensure aussi, du mimétisme, et surtout une croyance que finalement, eh bien, eux, ils sont de l'objectivité, ils sont pas, gangrénés par des considérations idéologiques. J'entendais des journalistes de France 2, notamment une journaliste, bon là j'ai plus le nom, mais qui fait beaucoup de reportages de terrain en Ukraine, qui sur le plateau de Léa Salamé sur France 2 était vraiment en mode il faut armer, vraiment en mode militante. Pourquoi pas, hein, elle a le droit de l'être, mais par contre il faut l'assumer comme telle et plus déclarée objective. Ouais. Alors, le député François Ruffin s'est exprimé au sujet de la fermeture de RT France. Je vous propose d'écouter ce qu'il disait au micro de nos confrères de France 3 ce dimanche. Conséquence de la guerre en Ukraine toujours, RT France va fermer définitivement. C'était une chaîne de télévision considérée comme pro-Poutine par les autorités françaises. Les avoirs ont été gelés, donc ça veut dire que 123 salariés se retrouvent au chômage, dont 77 journalistes. Vous avez été journaliste, ce sont des confrères. Est-ce que ce sont des confrères comme les autres ? Oui. Pour moi, il n'y a pas de doute. Je suis déjà passé sur RT France. J'ai déjà eu, comme plein de gens, hein, des entretiens avec des journalistes qui venaient sur les conflits sociaux, qui venaient sur la vision du progrès, qui venaient sur un tas de sujets. Je pense que ce sont des journalistes qui faisaient leur travail comme journalistes. Mais RT France n'est pas un média comme un autre. Non. Quand on élimine RT France, mais en tout cas, c'est une chose. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est une chose, c'est une décision qui a été prise, mais en revanche, elle est normale. Je demande à ce que les gens qui ont travaillé pour RT France soient pas marqués au fer rouge et que leur carrière soit pas brisée. Donc ça veut dire quoi ? Que l'État doit les encadrer ? Non, mais ça veut dire que dans les groupes de presse, on regarde le fait d'être passé par RT France comme étant pas quelque chose de négatif, mais quand même étant un vrai travail qui a été effectué d'information, de contre-information dans le pluralisme des médias français. Alors, François Ruffin soulève vraiment un point important, c'est que RT, depuis que sa filiale existe, est pointé du doigt par les médias mainstream comme étant un outil de propagande russe. Est-ce que les 176 salariés, dont une centaine de journalistes cessés sur le carreau, est-ce que c'est le risque qu'ils soient marqués au fer rouge et soient blacklistés dans d'autres rédactions ? En tout cas, ça fait du bien d'entendre François Ruffin dire ça. Ça ne m'étonne pas de lui. Il était journaliste avant. Maintenant, là, il est politique. Finalement, c'est un bien meilleur encore journaliste que les journalistes eux-mêmes, en tout cas ceux qui l'interviewent. Là, ce qu'il dit, c'est important, c'est que lui, il va penser, comme je peux le faire aussi, en termes de salariés. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se déclarer de gauche sur les réseaux sociaux qui, finalement, leur posture morale sur le conflit va prendre le pas sur des considérations salariales, en fait. Ça reste des journalistes qui vont se retrouver au chômage, qui vont être licenciés assez brutalement. Il y en avait qui avaient peut-être une considération assez pro-russe, peut-être, ils ont le droit aussi. Il y en avait d'autres, c'était plus par souci, les médias recrutent pas, il n'y a rien, donc on va aller quelque part. Donc ça va plutôt aux médias de s'interroger eux-mêmes sur le recrutement, etc. Donc là, c'est très bien de mettre l'accent dessus. Et après, sur le fer rouge, je pense que oui, il a raison. Je pense que certains auront du mal à retrouver du travail après. Mais encore une fois, c'est vraiment partir du principe qu'il n'y a que des bourgeois journalistes et que la plupart d'entre eux, si ils ont voulu travailler quelque part,
c'est juste parce qu'ils avaient envie. Moi, je veux bien qu'on pense ça pour des journalistes de BFM, je ne parle pas des éditorialistes, des journalistes, qui, s'ils travaillent à BFM, très bien, vous êtes très favorable au gouvernement, vous avez une politique très libérale, vous êtes des enfants de bourgeois, donc finalement, vous auriez pu faire un autre métier. Vous n'étiez pas obligé non plus. Donc, on peut partir sur ce jeu-là, mais dans ces cas-là, autant le faire pour personne et rester cohérent, ce que fait Ruffin. Est-ce que toi, typiquement, Selim, tu as galéré pour retrouver un travail après être passé par RT? Est-ce que ça t'a été reproché lors d'entretiens, dans le cadre de recrutement? Non, alors je pense que plutôt je pense à une journaliste qui avait un recrutement pour un site. Finalement, il avait proposé de venir à un entretien d'embauche pour finalement lui faire le reproche d'avoir travaillé sur RT pour finalement ne même pas la prendre. Enfin, elle a perdu son temps, etc. C'est très humiliant. Mais moi, non, parce qu'effectivement, j'avais une position un peu à part. Vu que je m'occupais de mon émission Interdit d'interdire avec Frédéric Tadei, on était un peu des espèces d'électrons libres, un peu comme ça. Donc finalement, moi, non. Et depuis l'arrêt de l'émission avec Frédéric, moi j'écris des piges d'enquête pour le Monde diplomatique. Avant, j'étais avec Nicolas Framont aux médias Frustration. Donc voilà, moi je continue mon diplôme à écrire mes articles, mais pour certains ça va être plus compliqué parce que du coup ils auront la marque, comme disait très bien Ruffin, d'avoir participé à ce qu'eux ils prétendent comme un simple organe de propagande, sans les voir comme des journalistes qui cherchent du travail en fait. En fait c'est un peu la double peine en fait, c'est qu'ils vont être sanctionnés parce qu'ils ont travaillé à RT France et ces personnes, pour en connaître aussi certaines, sont issues, on va dire, ce qu'on appelle l'immigration post-coloniale et qui est déjà discriminée sur le marché de l'emploi, et notamment dans le marché des médias. Parce qu'on connaît les chiffres de l'INSEE sur la discrimination à l'embauche. C'est la discrimination à l'embauche, elle va pour toutes les entreprises, dont les entreprises de presse aussi. Elles sont dedans. Donc il faut qu'elles se remettent en question plutôt que de juger moralement les autres. Ouais. Alors, ce n'était pas la première fois que la chaîne est critiquée sur sa ligne éditoriale. On écoute les propos de Patrick Evenot. Il est beaucoup moins empathique que François Ruffin. Écoutez. Quand on rentre dans un média, on sait quelle est la ligne éditoriale de ce média. Et quand les journalistes ont été embauchés à RT ou à Sputnik, ils savaient très bien que c'était des médias de propagande de l'État russe qui visaient essentiellement à déstabiliser les démocraties européennes, que ce soit en France, en Allemagne ou en Angleterre, à déstabiliser les démocraties européennes, à déstabiliser les sociétés européennes de façon à faire le jeu de Poutine. Ce sont donc bien des médias de propagande. Comme tels, les journalistes s'en sont aperçus. Mais pourquoi on leur a donné l'autorisation d'émettre et même en France, l'autorisation d'installer une rédaction, puisque RT France est basée près de Paris? Alors, on peut très bien donner l'autorisation d'émettre dans le cadre de la liberté d'expression tant qu'on n'est pas en guerre. Mais là, on est en guerre et dans toutes les périodes de guerre, on imagine mal que pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les Allemands ne cessaient de brouiller la BBC. Alors donc finalement, est-ce que les journalistes qui ont travaillé à RT France sont responsables de leur sort? Est-ce qu'ils n'auraient pas d'une certaine manière pactisé avec le diable? Ça, c'est vraiment les propos du grand bourgeois qui va nous faire des leçons. Lui qui était observateur des médias, etc., il pourrait quand même un minimum faire du terrain, enquêter, aller voir, faire du travail de journaliste d'ailleurs, savoir qui étaient ces salariés-là, leur poser des questions, faire une étude pour savoir quels sont leurs profils, pourquoi ils étaient là-bas, et évidemment pactiser avec le diable. Voilà, encore, on est toujours sur des considérations purement morales. Ça veut dire quoi, le diable? Moi, effectivement, tant que j'ai ma liberté d'expression, et les journalistes l'avaient, c'est le plus important. Si Frédéric Tadei avait une émission sur BFM et qu'on était libre, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, le diable, c'est quoi? Est-ce que le diable, c'est être pro-Macron, qui a éborgné des gilets jaunes, et du coup, dans un média comme BFM, qui a pas parlé de ses violences policières pendant beaucoup de temps? C'est quoi le diable? Enfin, du coup, il faut être cohérent. Si il veut rentrer dans ce jeu-là, effectivement, il faut déjà se remettre en question. Je parlais de la chaîne I24 qui est ouvertement pro-colonisation. Le Qatar avec Al Jazeera. On a parlé des milliers de morts sur les chantiers. Voilà, où placer le curseur de la morale, Du coup, c'est vraiment la morale quand ça nous arrange. Alors, tu le disais, Selim, que des journalistes de RT France, effectivement, n'étaient pas sûrs de pouvoir retrouver du travail. On a posé la question à Olivier Tesquier sur l'avenir de RT. Est-ce que c'est vraiment la fin, en fait, de Russia Today? On l'écoute.
RT existe toujours de manière institutionnelle de toute façon, dans la mesure où la maison mère, TV Novosti, à Moscou, existe toujours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et c'est ce que disent les chercheurs spécialisés sur la question, il y en a quelques-uns en France, nous expliquent que c'est la fin de ces espèces de postes avancés de RT à l'étranger. Donc il y avait en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France, là, avec la fermeture, il y a une relocalisation de force un peu vers la Russie, ce qui laisse à penser qu'il pourrait ensuite y avoir d'autres développements et il pourrait y avoir d'autres contenus en français sous une autre forme, peut-être d'autres pays. On sait qu'Arte a voulu monter d'abord au Kenya, maintenant peut-être en Afrique du Sud, un vrai bureau africain. Donc il peut y avoir aussi la volonté de toucher des audiences francophones qui ne seraient pas nécessairement en France, avec toujours la même volonté, et qui ça pour le coup était la volonté dès le départ de RT, qui était de mettre un peu le doigt où ça fait mal. Donc si on comprend bien, on retrouvera certainement donc, des contenus de RT sous d'autres formes sur nos réseaux sociaux, via leurs antennes, qui ciblera déjà un public fidèle et acquis à la chaîne, alors que finalement, c'est pas plutôt une mesure symbolique? Oui, c'est peut-être une mesure symbolique pour faire peur. Là, ce qu'il disait, c'est intéressant aussi de diffuser, de la volonté de RT de se diffuser en Afrique francophone, par exemple, etc. Moi, j'avais remarqué, pour Interdire, l'une des émissions qui avait le mieux marché, c'était sur les révolutions en Algérie à un moment, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de gens en Algérie qui nous regardaient, qui aiment beaucoup Frédéric Tadei aussi. Et ça, c'est intéressant stratégiquement. Encore une fois, il faut rester vraiment sur des considérations assez géopolitiques de soft power. Pour la Russie, c'est intéressant d'aller justement regarder du côté de pays qui sont un peu critiques de l'emprise internationale des Américains, assez critiques aussi de l'Union européenne, etc. Donc voilà, ce qu'il dit là, c'est effectivement, stratégiquement pour la Russie, c'est assez intéressant d'aller dans des territoires qui sont comment dire, aux yeux des Américains du côté de l'axe du mal, mais entre guillemets, voilà, dans un contexte géopolitique qui est très fort, d'avoir d'autres voies. Voilà. Alors la diplomatie russe a bien évidemment réagi à cette décision. La diplomatie russe avait menacé hier en disant, je cite, « Le gel des comptes de RT France entraînera des mesures de rétorsion contre les médias français en Russie ». Est-ce qu'il y a un risque d'escalade entre la France et la Russie? Olivier Tesquet nous a donné son sentiment sur le sujet. La question de savoir si cette interdiction va entraîner des conséquences et peut-être entraîner des représailles. Alors, je ne vais pas faire de la divination, mais ça avait été pointé dès l'interdiction de diffusion en février 2022 qu'une stratégie comme celle-là, une stratégie d'escalade, était susceptible d'avoir des conséquences pour des correspondants de chaînes étrangères qui travaillent en Russie. On sait en plus qu'aujourd'hui, les journalistes étrangers travaillent en Russie dans des conditions qui sont des conditions extrêmement difficiles parce que il y a une surveillance accrue de ce qui est dit, et on sait que le simple fait de prononcer certains mots peut valoir à des Russes des années de prison et peut valoir à des journalistes une expulsion donc évidemment, ça peut être une possibilité. Après, je vois deux conséquences assez immédiates au-delà de ça. La première, c'est que comme c'est une décision qui a quand même été une décision politique sous le régime des sanctions, on peut imaginer que ça se reproduise à l'avenir, peut-être avec des médias d'autres pays. C'est quand même, ça crée une espèce de jurisprudence, même si encore une fois c'est pas une décision juridique, mais qui est susceptible, de faire un peu date. Et puis ça va entraîner une sorte peut-être de radicalisation ou de désinhibition du discours, et en tout cas de rassemblement d'un noyau dur de la communauté de RT qui, quand on regarde un peu les audiences de près, les chercheurs estiment qu'il y a un noyau dur de 200 000 personnes à peu près qui étaient vraiment très, très assidus. Ces 200 000 personnes sont toujours là. Il y a une offre qui n'attend que de trouver une demande. Donc, il va falloir aussi surveiller la recomposition du paysage médiatique consécutivement à cette fermeture, même si, encore une fois, c'est une fermeture officielle, entre guillemets, parce que le robinet financier est coupé, mais ce n'est pas une disparition. Est-ce que tu le vois aussi, toi, Célim, ce risque de voir des bureaux et des correspondants pour des médias français expulsés du territoire par les autorités russes? Ah bah bien sûr, ça c'est clair. Et justement, je trouve, après c'est vraiment
point de vue personnel, hein, mais que cette décision-là est assez inconsciente de la part du pouvoir sur les journalistes présents là-bas aussi. Et ça montre bien le mépris que peut avoir aussi Macron sur les journalistes, sur ce métier-là. Hein. C'est quand ça l'arrange, comme d'habitude. Hein. C'est quand c'est pour être très sympa avec lui, j'adore le journalisme. Quand c'est le cas contraire, non. Et là, finalement, c'est son mépris du journalisme en tant que profession qui fait en sorte qu'il capte pas cette conséquence-là, qui peut être grave pour les journalistes sur place là-bas. Et le risque, finalement, ça sera aussi peut-être que la Russie se coupe du reste du monde médiatique. Clairement, oui, Ouais. aussi. Merci beaucoup, Selim Derkaoui, d'avoir répondu à nos questions. Peut-être que tu voudrais ajouter quelque chose, en fait, au sujet de cette décision qui est quand même finalement très drastique. Hein. Ils découvrent finalement le gel de leur fonds avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu voudrais revenir sur peut-être ton expérience ou apporter un autre témoignage ? Peut-être que ce que j'aurais à dire, c'est par rapport aux médias et à nos confrères et consoeurs journalistes, déjà qui s'inquiètent de ce qui se passe, qui fassent des tribunes. En général, ils aiment bien faire des tribunes, donc qu'ils fassent des tribunes, c'est très bien. Et surtout que ce qui se passe avec RT, comme ce qui peut se passer aussi, on parle de pluralisme avec Hanouna, Bolloré, etc. Qu'en général, ça met la focale sur eux pour mieux, moins réfléchir sur nos propres manières de traiter l'information. Est-ce qu'on va se dire que finalement c'est eux qui ne sont pas pluralistes, Bolloré, ce qui est le cas, hein, évidemment. Pareil pour RT, on va dire que c'est eux le problème, pour moins mettre la focale sur nos propres contradictions aussi, en tant que média, en tant que pluralisme supposé. J'avais cité ça ce soir, mais on peut parler de plein d'autres émissions où c'est vraiment du fil tiède permanent. Enfin voilà, il faut vraiment s'interroger sur notre propre condition matérielle d'exercice de cette profession. Merci pour ce témoignage et cette conclusion forte, Selim Derkaoui. Merci également à notre confrère Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et auteur de nombreux papiers sur le sujet de Russia Today. Je rappelle que nous avons contacté un bon nombre de personnes qui se posent en soutien de l'interdiction de RT, mais que ces dernières n'ont pas voulu ou pu participer au débat que nous avons souhaité organiser pour des raisons de calendrier ou par refus de s'exprimer sur le média.